Les banquiers finançaient les deux camps, simultanément. Vous connaissez Waterloo, vous connaissez Austerlitz, vous pensez connaître Napoléon. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que chaque bataille, chaque victoire, chaque défaite était déjà inscrite dans des registres bancaires, avant même le premier coup de canon. Napoléon déclare la guerre à l'Angleterre. Officiellement, c'est une question d'honneur national. Officieusement, les coffres sont vides. La France sort de la Révolution ruinée. Aucune armée ne marche sans argent. Aucun empire ne se construit sans crédit. Alors Napoléon se tourne vers qui? Vers ceux qui ont toujours financé les rois. Les banquiers privés, pas ceux de Paris, ceux qui opèrent entre Londres, Amsterdam et Francfort. Ceux dont les noms circulent dans les correspondances chiffrées, mais jamais dans les manuels scolaires. La famille Rothschild commence justement son ascension à cette époque. Mayer-Amschel envoie ses 5 fils dans 5 capitales européennes. Londres, Paris, Vienne, Naples, Francfort, une banque. 5 têtes, un seul réseau. Coïncidence ? Nathan Rothschild s'installe à Londres en 1798, 5 ans avant le début des guerres napoléoniennes. Il devient rapidement l'intermédiaire financier entre le gouvernement britannique et ses alliés. Il finance les coalitions anti-françaises. Mais voici le détail qu'on oublie. Son frère James s'installe à Paris en 1811, en pleine guerre, et il devient le banquier de l'Empire français. Napoléon lui-même utilise les services de la maison Rothschild pour des transactions discrètes. 2 frères, 2 camps, une seule famille. Chaque emprunt de guerre génère des intérêts. Peu importe qui gagne. Le créancier gagne toujours. C'est le principe. Plus la guerre dure, plus les nations s'endettent, plus le pouvoir financier se concentre. Et ça, Napoléon le sait. En 1800, il crée la Banque de France. Officiellement pour stabiliser la monnaie, officieusement pour reprendre le contrôle du crédit. Sauf qu'il confie la gestion à qui? Aux actionnaires privés. Les mêmes réseaux bancaires qu'il prétend court-circuiter. La Banque de France n'est pas publique, elle appartient à 200 actionnaires triés sur le volet. Des noms discrets, des fortunes anciennes. Napoléon pense les utiliser, mais c'est l'inverse qui se produit. Regardez les faits. Austerlitz, victoire écrasante. L'Europe plie. Mais au lieu de négocier la paix, Napoléon continue. Pourquoi? Parce qu'un empire en expansion a besoin de crédit permanent. Et le crédit crée une dépendance. Blocus continental. Napoléon interdit tout commerce avec l'Angleterre, une stratégie brillante en théorie. Mais qui souffre réellement? Les ports français, les marchands, l'économie réelle. Pas les banquiers internationaux. Eux contournent le blocus. Ce ne sont pas des contrebandiers. Ce sont des intermédiaires financiers. Ils achètent les marchandises en Angleterre, les stockent en zone neutre, les revendent en France à prix triplé. Le blocus ne bloque rien. Il crée juste un monopole invisible. Et pendant ce temps, la guerre continue. Campagne de Russie. Désastre total. La grande armée fond dans la neige. Mais avant même la retraite de Moscou, quelque chose d'étrange se produit sur les marchés financiers de Londres. Les obligations britanniques s'effondrent. Panique générale. Tout le monde pense que Napoléon va gagner. Sauf Nathan Rothschild. Lui, il achète massivement. Il sait quelque chose que les autres ignorent. Comment? Il dispose d'un réseau de courriers privés, plus rapide que les canaux officiels, des pigeons voyageurs, des relais secrets. Il reçoit les nouvelles de Waterloo 24 heures avant le gouvernement britannique. 24 heures qui valent des millions. Il rachète les obligations au prix le plus bas. Puis la nouvelle officielle tombe. Napoléon est vaincu. Les cours explosent. Rothschild multiplie sa fortune par 10 en une seule journée. Certains disent qu'il a même fait circuler de fausses rumeurs de victoire française pour provoquer la panique et acheter encore moins cher. Vrai ou faux? On ne le saura jamais. Mais le résultat est là. Après Waterloo, la maison Rothschild devient la première puissance financière d'Europe, plus riche que n'importe quel roi. Si ce type d'analyse documentée et sans simplification vous intéresse, abonnez-vous maintenant. Ici, on ne raconte pas l'histoire, on la démonte. Revenons à Napoléon. Exilé à Sainte-Hélène. Fini. Ou presque. Parce que même en exil, il parle. Il dicte ses mémoires. Et dans ses textes, il y a des passages troublants. Il évoque les puissances invisibles. Ceux qui dirigent sans porter de couronne. Il ne nomme personne. Mais il sait. Il écrit « L'argent n'a pas de patrie. Les financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de décence. Leur seul objectif est le gain. » Une phrase célèbre, souvent citée, rarement analysée. Pourquoi un homme qui a conquis l'Europe dit ça? Parce qu'il a compris trop tard qu'on ne peut pas vaincre un ennemi qu'on ne voit pas, qu'un général peut gagner toutes les batailles, et perdre quand même. Parce que la vraie guerre ne se mène pas sur le terrain, elle se mène dans les livres de comptes. Et cette guerre-là, Napoléon ne l'a jamais contrôlée. Regardez la dette française après 1815, multipliée par 5.
La France met 50 ans à la rembourser. 50 ans de budget amputé, d'impôts alourdis, de croissance freinée. Pendant ce temps, d'autres nations prospèrent. Et qui tient cette dette? Les mêmes banques privées qui ont financé la guerre. Le mécanisme est simple, prêter aux deux camps, prolonger le conflit, encaisser les intérêts, puis racheter les actifs après l'effondrement. Terre, industrie, infrastructure. Tout passe entre les mêmes mains. Ce n'est pas un complot. C'est un modèle économique. Et ce modèle ne s'arrête pas en 1815. Première Guerre mondiale. Même schéma. Des banques américaines financent les alliés. Des banques allemandes financent les puissances centrales. Certaines institutions ont des filiales des deux côtés. Officiellement neutres, officieusement indispensables. Seconde Guerre mondiale. Encore. Des entreprises produisent pour les deux camps via des filiales. L'acier allemand contient du tungstène acheté via des intermédiaires neutres. Les moteurs américains équipent des véhicules de l'Axe via des brevets détenus par des holdings internationales. Tout est documenté. Tout est légal. Techniquement. Aujourd'hui, ça continue. Regardez n'importe quel conflit moderne. Suivez l'argent. Les armes viennent d'où? Financées comment? Via quelle banque? Quels investisseurs? Les mêmes noms reviennent. Toujours. Des fonds d'investissement, des groupes industriels, des réseaux financiers qui détiennent des parts dans toutes les parties du conflit. La guerre est devenue un actif. Coté en bourse. Diversifié. Rentable. Napoléon a perdu Waterloo. Mais le système qu'il a financé, lui, n'a jamais perdu. Il s'est juste perfectionné. Chaque crise génère de la dette. Chaque dette renforce ceux qui prêtent. Et plus un pays s'endette, moins il contrôle sa propre politique. Il ne décide plus de faire la guerre. Il doit la faire pour honorer ses créanciers. C'est pour ça que les conflits ne se terminent jamais vraiment. Ils mutent. Ils se déplacent. Ils se rallument. Parce qu'un monde en paix est un monde sans croissance de dette. Et sans dette, pas de contrôle. Alors voici la vraie question. Celle qu'on ne pose jamais. Qui décide vraiment quand une guerre commence? Et surtout, qui décide quand elle se termine? Si cette vidéo vous a fait voir Napoléon autrement, laissez un j'aime. Dites en commentaire ce que cette révélation vous inspire. Abonnez-vous, car ce qui arrive remettra encore plus de certitude en question.